Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien et je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour débriefer un super match de Coupe d'Europe. Hier soir l'Ajax a séduit puis a plié, le Real lui est à la fois beau et froid. On analyse. Alors pour revenir d'abord sur le jeu, je dois dire que j'étais particulièrement surpris par cette capacité qu'avait l'Ajax à créer systématiquement le surnombre en phase offensive et particulièrement dans le dernier tiers. Vous commencez à connaître cette stat qui indique les zones cherchées par les passes des deux équipes. L'Ajax là est en orange et a combiné quasiment 2 fois plus dans les 30 mètres du Real que l'inverse, pour un nombre total de passes quasiment égal, 526 côté Ajax et 520 pour le Real. Même niveau possession, on est sur du kiff-kiff, c'est 50,2 contre 49,8. Voilà, tout ça c'est que des chiffres bien sûr, mais l'impression visuelle était encore plus forte. En fait, on avait l'impression que sur chaque offensive de l'Ajax en première période, le Real évoluait en situation d'infériorité numérique. Et ce qui était encore plus notable, c'est que cette volonté de créer du déséquilibre en empilant les joueurs offensifs, Neres, Tadic, Ziyech, De Jong, Van de Beek, tout ce beau monde, ça n'a pas été trop sanctionné par des contres madrilènes. L'intensité et la folie de ce premier acte, en tout cas, a jamais été douchée, et à la mi-temps, c'est même plutôt le Real qu'on imaginait craquer. Alors plusieurs manières de l'expliquer. Déjà je dirais que tout simplement la débauche d'énergie de l'Ajax a été impressionnante et bien au-delà des attentes du Real. En tout cas c'est ce que Solari disait en conférence de presse d'après-match. Et puis sur le plan individuel, je dirais que le forfait surprise, forfait inattendu de Varane a énormément joué. Voilà, c'est Nacho qui a pris sa place et je l'ai trouvé vraiment très mis en difficulté, en grand manque de repères, constamment pris dans son dos et notamment dans l'intervalle qu'il partage avec Carvajal. C'est une zone dans laquelle les joueurs de l'Ajax, Neres et Tadic en tête, se sont régalés. Mais donc finalement, si les locaux ont d'abord tiré profit de leur inexpérience, qui pendant 45 minutes ressemblait plutôt d'ailleurs à une jeunesse insolente, assez séduisante et pas du tout impressionnée, et la fatigue a commencé à se ressentir en seconde. Il a manqué des jambes au retour des vestiaires, et le Real a montré qu'il avait l'expérience des grands rendez-vous. Ok, on connaît très bien cette rengaine, mais surtout a montré qu'il avait aussi quelques joyaux à lui. Vinicius d'abord, qui est une merveille brute, qui sur l'action de l'égalisation combine la percussion, sa qualité phare, et la prise de décision, son défaut habituel, mais pas sur le coup, un partout, et Asensio, dont on parle un peu moins depuis que Vinicius est là, mais qui sur une inspiration, ce tir de lance en contrôle, a fait passer un frisson dans tout le stade, avant de finalement crucifier l'Ajax en fin de match, de Bandry du Real, qui a sorti 30 dernières minutes, de Matador, et qui a finalement bien exploité le déséquilibre de l'Ajax. Voilà en gros ce qu'on pouvait dire de ce match niveau jeu. Alors pour mon deuxième enseignement maintenant, je voulais revenir sur le caractère épique de la rencontre, et même avant le coup d'envoi, il y avait un peu toute une mythologie à construire. Bon, déjà le lien est simple pour les fans de l'Iliade quand on parle d'Ajax, mais il y avait aussi un petit côté David contre Goliath, et puis 2 couches supplémentaires de dramaturgie footballistique. Alors déjà on a le transfert conclu de Frenkie de Jong, la star d'Amsterdam qui rejoindra le Barça cet été, et qui quelque part donc disputait déjà son premier Classico. Et puis surtout, et quelque chose qu'on peut avoir tendance à oublier et qui est pour moi super important, c'est qu'Ajax-Real Madrid, c'est sûrement l'affrontement entre les 2 plus grands clubs du XXe siècle. En Europe en tout cas, et alors, il y a quelques autres prétendants, et je serais prêt à entendre vos désaccords éventuels dans les commentaires, mais pour moi on a vraiment là le top 2. Et donc tout cet échafaudage historique et grandiose, beau aussi, à noter la beauté de la Johan Cruyff Arena hier soir, surtout quand elle est animée en avant-match par le violoniste André Rieu, en ouverture de l'hymne de la Ligue des Champions. Voilà, à ce moment-là, on n'a pas encore touché un ballon, mais le match est déjà magnifique. Et bon, je m'emballe un peu sur ce sujet, et vous commencez peut-être un peu à me prendre pour un fou, mais voilà, pour moi c'est des détails qui comptent vraiment, surtout quand derrière la partie est aussi intense et serrée, aussi spectaculaire pour toutes les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure aussi. Et puis enfin, si ce match était aussi grand et aussi beau, c'est peut-être aussi quelque part parce qu'on pouvait y lire une pointe d'injustice. Et alors s'il y a des supporters lillois parmi vous, vous vous souviendrez sûrement de ce 8ème de finale du LOSC contre Manchester United, perdu 1-0 sur un coup franc vite frappé de Ryan Giggs. Voilà, moi je suis lyonnais, mais sur le coup, je m'en souviens comme si c'était hier, ça m'avait rendu absolument fou. Hier soir, c'était pareil, de la même manière, c'était assez simple de vivre par procuration la frustration de l'Ajax. Alors si vous n'avez pas vu la situation, malheureusement, j'ai pas le droit de mettre l'image du match sur cette vidéo, mais voilà, vous trouverez facilement les images en ligne. En gros, Amsterdam ouvre le score en première période, et le but est refusé suite à l'intervention de la VAR pour un hors-jeu de position.
de Tadic qui ferait obstruction et donc action de jeu sur Courtois. Alors il est hors jeu, oui c'est vrai, et il bloque un peu Courtois au moment de la tête de Tagliafico, mais de mon point de vue le gardien est déjà largement battu. D'ailleurs aucun joueur madrilène ne réclame quoi que ce soit. Pour moi c'est exactement le genre de situation, et particulièrement quand tu as eu besoin de pas mal de ralentis, mais c'est exactement le genre de situation dans lequel l'esprit de la loi doit primer. On peut faire un parallèle avec le but d'Asensio d'ailleurs, parce que à la base de cette action, on a quand même Lucas Vázquez qui déménage franchement De Jong, une situation qui aurait pu être interprétée comme étant une faute, mais siffler là, ça aurait été carrément excessif, parce que ça se passe tellement loin du centre final, du but final. Voilà, toute cette situation, je trouve, laisse un goût assez amer, et c'est franchement une scène où le VAR a peu brillé. Alors, la victoire madrilène est-elle pour autant injuste? Bah j'irai pas jusque là. Si l'Ajax perd cette rencontre, et un coup d'œil au niveau des expected goals le prouve, c'est avant tout la faute à une finition désastreuse. Neres, c'est pas un buteur, on l'a vu, Ziyech convertit qu'une seule de ces deux énormes occasions, et puis même l'entrée de Kasper Dolberg, de ce point de vue-là, a été similaire. Parce qu'en face, et pour parler brièvement de mes top 3, t'as un Benzema qui est chirurgical. Alors sans faire un match brillantissime, lui-même a dit qu'il s'est pas trouvé bon, mais encore une fois, il fait ce qu'on lui demande. C'est un joueur précieux, doté d'un sens du but rare, et qui a réussi un geste technique, se tirant en opposition, loin d'être évident. Ensuite j'ai distingué Vinicius, alors comme ceux qui me suivent sur Twitter le savent, c'est mon coup de cœur du moment. Un diamant ultra brut, et qui doit encore bosser sur à peu près tout, mais qui a un potentiel spectaculaire et que je vois aller très très haut, qui a en tout cas fait basculer la partie sur un coup de rein. Enfin, on aurait pu parler de Modric, ou même de quelques joueurs de l'Ajax, Van de Beek, Mazraoui, Tadic, mais Ramos a réussi un match très solide. Voilà, on peut ne pas être fan de son attitude provocatrice, pourtant il tient la baraque derrière, et a même fait le taf pour deux, notamment parce que Nacho a été désastreux, et on n'en dira pas plus. Onana a pas été aidé par sa défense, ni par ce gobelet en plastique, mais il est fautif sur le but d'Asensio. On attendait enfin De Jong au tournant, et il a manqué d'impact. Bon alors c'est le moment de vous faire une petite surprise. Hier soir encore j'avais beaucoup de mal à me décider sur le match à regarder, et puisque d'une, quand je vous ai demandé sur Twitter quelle analyse vous préféreriez, le résultat a été assez net, et de deux, et au détriment de mon sommeil, j'ai finalement vu les deux matchs, et bah je vous propose en complément une rapide analyse de Tottenham Dortmund. Et alors premier enseignement, c'est évidemment cette masterclass d'ajustement tactique de Pochettino. Alors que la première période se termine à 0-0, avec des débats globalement équilibrés, mais quand même plutôt dominés par Dortmund, Lloris notamment sort quelques arrêts de grande classe, et bah Pochettino décide de tout changer, et sans effectuer de remplacement, bouleverse le cours de la rencontre. En conférence de presse d'après-match, il a expliqué avoir montré des clips vidéo à ses joueurs, dans le vestiaire à la pause, et surtout, il demande à Winks et Sissoko d'inverser leur position. Il demande à Eriksen de descendre beaucoup plus bas sur le terrain pour libérer les latéraux dans les couloirs. 60 secondes plus tard, Vertonghen récupère un ballon très très haut et délivre un centre décisif pour Son avant de marquer lui-même le second but sur une passe d'Aurier. C'est un coup de génie. C'est là aussi que tu te dis quelle tâche incroyablement exigeante que celle d'être coach, parce que en plus de devoir souder un groupe, de devoir le séduire, le conduire, en plus de développer une philosophie de jeu et toutes les semaines ou tous les 3 jours un plan de match très spécifique, et bah tu dois être capable d'ajustement en temps réel. Et pas seulement par rapport à ce que tu vois là tout de suite, mais aussi par rapport à ce que le coach adverse va modifier. Et du coup j'ai autant d'empathie pour Favre que j'ai d'admiration pour Pochettino, qui se positionne de plus en plus pour aller entraîner un très très grand club, et peut-être le Real dès cet été. Ok, deuxième enseignement que j'ai appelé la hotte magique des Spurs, c'est à quel point cet effectif a une ressource incroyable. Semaine après semaine, blessure après blessure, Tottenham semble toucher le fond de ses réserves, mais de manière incroyable, creuse encore. On rappelle qu'on parle d'un club qui n'a recruté aucun joueur, 0 sur les 2 derniers mercatos. Voilà, c'est une situation absolument exceptionnelle, c'est la seule équipe en Europe dans ce cas, et de mon point de vue, en tout cas depuis que je suis le foot, je sais pas si ça s'est déjà produit. Et pourtant, on parle aussi d'une équipe qui, sans faire de bruit, reste en embuscade en Première Ligue, à seulement 5 points du duo City-Liverpool, et avec un match en moins que City. On parle d'une équipe qui va sans aucun doute se qualifier pour les quarts de finale de Champions League, contre un Dortmund leader de Bundesliga, et tout ça grâce à qui? Grâce à un Vertonghen bricolé en latéral gauche, grâce à un Llorente qui sort de nulle part, grâce à un Sissoko qui revient à chaque fois qu'on l'enterre. C'est vraiment une situation spectaculaire, à peine crédible, et on se prend même à demander jusqu'où est-ce que tout ça peut aller. Si Tottenham a réussi quelque chose de grand, ça pourrait même rebattre en brèche pas mal de certitudes en matière de politique de transfert,
Voilà, les Spurs cette saison, c'est déjà une histoire folle, et j'ai hâte d'en connaître le dénouement. Maintenant, et pour conclure, on commence à avoir un peu peur pour la saison de Dortmund, déjà éliminé de Champions League, à mes yeux, sorti du Pokal par le Werder, et dilapidant progressivement son avance en Bundesliga. Après une entame si prometteuse, est-ce que Favre peut tout perdre? C'est la pire semaine de leur saison, c'est certain, et on va voir s'ils ont le caractère pour s'en remettre et aller chercher le titre. Voilà les amis, c'est la fin de cette analyse. Alors cet Ajax Real était-il le plus grand match de la saison pour l'instant? À vous de me le dire. Personnellement, c'est possible. Je le place peut-être juste un poil en dessous du City Liverpool de début janvier, qui était assez exceptionnel. Et puis voilà, quoi qu'il en soit, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like. Je dois dire que récemment, vous êtes vraiment incroyable sur les pouces bleus. Et ça me fait super plaisir parce que je vois que ça a un impact réel. Enfin, mes vidéos touchent de plus en plus de monde. Et j'imagine que c'est en bonne partie grâce à ça. Donc voilà, tout ça pour dire que merci, vous êtes au top. Et de notre côté, on se retrouve bien sûr très vite pour une nouvelle analyse que je prépare depuis un petit moment et que j'ai vraiment hâte de vous montrer. Alors d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous, passez une excellente soirée et on se dit à bientôt. Bisous.